Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12 heures partout au Sénégal, même heure en temps universel, c'est parti pour le grand journal de la mi-journée. À la une de l'actualité, la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales annoncée en exclusivité par le quotidien L'Observateur ce jeudi. Le parti dissous, Pastef les Patriotes, dénonce son coup de force et une énième forfaiture qui fera l'objet d'une riposte appropriée. Quelles conséquences juridiques d'une radiation du fichier électoral du maire de Ziguinchor sur les ambitions nationales et sur le mandat local d'Ousmane Sonko et quel recours pour l'opposant? Réponse dans ce journal. Et puis à suivre notre immersion à la mairie de Ziguinchor où les travailleurs s'évertuent à assurer la continuité du service malgré le coup au moral reçu après l'arrestation du maire de la ville. 10 juillet, 10 août, un mois sans nouvelles de quelques 125 candidats à l'immigration clandestine partis de Fass Boye. Nous sommes retournés dans ce village où les familles sont dans le désarroi. À suivre notre visite sur le chantier de la reconstruction du marché Sandaga. Le maire de Dakar Plateau et les commerçants espèrent un achèvement du projet dans les délais en dépit des obstacles et malgré les nuisances. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous profitons de la journée africaine de l'état civil pour poser le débat sur ce service public très important pour chaque individu de la naissance à la mort. À la mise en onde de ce journal, Lamine Sow. L'information a été donnée par le journal L'Observateur dans sa livraison du jour. Le leader du parti Pastef a été radié des listes électorales après sa condamnation par contumace dans l'affaire Sweet Beauté. La décision déjà prise doit être juste notifiée aux concernés selon nos confrères. Une décision que dénonce le parti Pastef. Son porte-parole parle de énième coup de force et de forfaiture. Il annonce que la riposte appropriée sera apportée à cette situation. Maître Abdoulaye Tall est joint par Elhadji Ndiogou Diène. Ceci n'est qu'un théâtre que Ousmane Sonko voyait déjà venir et il avait informé sur l'entreprise concoctée par l'État pour effectivement le radier des listes électorales. Mais je pense que ça, ce n'est que de la comédie en réalité. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est condamné par contumace, qui a été arrêté, donc il est déjà prisonnier, qui est écrit au greffe de la juridiction du tribunal qu'il avait condamné par contumace, d'une lettre de non-acquiescement. Cela veut dire quoi? Que la loi même dit que le contumax arrêté, s'il est arrêté, il se constitue prisonnier, à moins qu'il acquiesce, alors que Ousmane Sonko n'a pas acquiescé, le jugement est anéanti, le plein droit, et il doit être jugé sans délai, dans les mêmes formes précédentes. Pour vous dire quoi? En réalité, ceci n'est qu'acharnement, harcèlement, persécution, inacceptable dans un état de droit. Ousmane Sonko, sa constitution dans les listes électorales est bien régulière. Ousmane Sonko est éligible et il est électeur. Maintenant, quant à une administration qui doit se charger de protéger les citoyens, une administration qui doit se charger de garantir les citoyens, c'est cette administration qui viole le droit des citoyens, nous ne faisons que prendre et également apporter la riposte appropriée. Le bureau politique va se réunir. Nous attendons que la notification soit effectuée. Le bureau politique va se réunir et Inch'Allah, on va dégager une stratégie parce que cela est inacceptable et ça peut arriver à n'importe qui. Comment on peut radier quelqu'un d'une liste alors que la procédure le concernant est toujours pendante devant les juridictions sénégalaises? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr est définitive, d'autant plus que Ousmane Sonko, qui a été condamné, a été arrêté pour une autre cause. Alors que la loi dit que dès l'instant que le contumax est arrêté, la procédure est anéantie. Toujours au sujet de cette radiation annoncée des listes électorales de Ousmane Sonko, quelle voie de recours pour le maire de Ziguinchor et qu'en est-il pour son mandat de maire? Condamné par contumace, Ousmane Sonko perdra ainsi son éligibilité. La notification de sa radiation des listes électorales en cours, qu'en dit le droit? Tout est précipité, prématuré de parler d'une éligibilité. Déjà, la contumace dont il est question a été anéantie. Ndiogou Sarr est maître de conférence à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop. Or, le code dit que les personnes qui ont été condamnées de façon définitive, ce sont ces personnes-là qui sont citées, qui perdent leur qualité d'électeur. Et à ce que je sache, M. Ousmane Sonko n'a pas encore été condamné de façon définitive. Parce que M. Ousmane Sonko fait l'objet de 3 chefs d'inculpation. La première inculpation, c'est en diffamation contre le monsieur Mamaïnian. Je pense qu'il y a un pourvoi en cassation
devant la Cour suprême qui n'a pas encore été vidée. La deuxième condamnation, la condamnation dans l'affaire Adji Sarr, je crois, par contumace. Or, quand on condamne quelqu'un par contumace, on ne peut pas revenir. Le ministre l'a dit la fois passée, je m'inscris à faux. Quand quelqu'un est condamné par contumace, si la personne se présente se fait arrêter devant le juge qui l'a condamné, après la publication au niveau du tribunal et de son lieu d'habitation, la condamnation est anéantie. Un autre enseignant-chercheur à l'Université de Paris lui parle de cacophonie. Pour l'instant, pour moi, c'est très prématuré encore d'en parler. À moins que le verdict ne soit rendu d'avance. Mais pour l'instant, juridiquement, si on suit la procédure normale, la procédure judiciaire normale, il n'y a pas encore une éligibilité. D'autant plus que la personne a été inculpée. Il y a un certain nombre de chefs d'inculpation qui a été. Donc, il reste maintenant le jugement. Et si cette radiation est actée, quelle sera la voie de recours pour le leader de l'ex-PASTEF, Ndiogou Sarr? Mais là, dès qu'on lui notifie l'acte, il peut saisir le juge pour demander à ce que l'acte de radiation soit annulé en évoquant effectivement l'absence de base légale et que les motifs en droit n'existent pas. Et au sujet de son mandat de maire de Ziguinchor, la condamnation n'ayant pas pris effet immédiatement, tout dépendra de l'État juridiquement. Après, le code n'a pas dit que dès qu'il est condamné définitivement, non. C'est après, il faut que le ministre prenne effectivement un acte administratif donc pour le ministre de tutelle. Mais ça aussi, ça dépendra d'une politique politique. Le ministre peut ne pas le prendre. Peut ne pas prendre, parce qu'on a vu déjà par le passé. La décision de radiation de Ousmane Sonko des listes électorales lui serait notifiée par le commissaire de Dieuppeul-Derklé sous demande du sous-préfet de Ngor Almadi. Il a été condamné par contumace le 1er juin lors du dossier l'opposant à Adji Sarr. Ousmane Sonko absent de la mairie de Ziguinchor depuis son arrestation et même avant. Sur place, les employés se sont organisés pour assurer la continuité du service et pour gérer les affaires courantes. Les adjoints au maire assurent l'intérim, chacun dans le domaine qui lui est confié, mais dans l'ensemble, les travailleurs disent ressentir un lourd préjudice psychologique dû à l'emprisonnement d'Ousmane Sonko. Lamine Ba. Dans le grand hall de la mairie de Ziguinchor, des citoyens venus solliciter la confection de documents administratifs attendent patiemment d'être servis par les agents de la mairie. Ici, le service se déroule sans grande difficulté. Rien a priori n'indique l'absence du maître des lieux. Nous sollicitons de rencontrer un des adjoints au maire présents sur les lieux. On nous oriente au bureau 16 situé au premier étage du bâtiment. Sur place, nous trouvons Alassane Diédhiou, 4e adjoint au maire de la commune. Il nous explique que toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité du service. Chaque adjoint au maire ou bien chaque conseiller qui a des attributions s'occupe de ces attributions et tout fonctionne normalement. Jusqu'ici, Ousmane Sonko, le patron des lieux, a habitué ses employés à la coordination par télétravail. Mais ce n'est plus le cas depuis son emprisonnement selon son adjoint. Quand c'était possible de nous appeler, qui nous disait toujours que la mairie c'est vous qui devez la gérer, moi je suis dans une autre posture, donc c'est votre mairie, gérez-la, prenez des initiatives pour que les choses marchent. Bon, là, depuis qu'il est inculpé sous mandat de dépôt, on n'a pas de contact direct ou nous appeler régulièrement. Derrière cet engagement des employés à faire de leur mieux au nom de la continuité du service public se cache un lourd préjudice psychologique lié à l'emprisonnement de leur maire. Les agents sont détournés de l'essentiel pour essayer de résoudre un autre problème qui est d'ordre judiciaire et d'ordre politique. À la mairie de Ziguinchor, les différents services assurent donc pleinement leur rôle, mais les employés peinent à dissimuler l'énorme chagrin qu'ils vivent lié au déboire du maître des lieux. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Le maire de Dieuppeul-Derklé réagit à la décision de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi d'exclure Taxawu Sénégal de la coalition. Selon Cheikh Gueye, la dite décision est nulle parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Il ajoute par ailleurs que Taxawu n'acceptera plus qu'on ternisse l'image de Khalifa Ababacar Sall. Désormais, toute personne qui l'accusera de trahison sera traduite en justice. Cheikh Gueye était l'invité de RFM Matin. Qui a trahi qui ? Qui a trahi quoi? Nous sommes membres fondateurs de Yewwi. Si on ne sort pas quelqu'un, ou si on n'admet pas quelqu'un, personne ne peut nous sortir de Yewwi. C'est nous qui avons créé Yewwi. Donc, que les gens arrêtent ce qu'il faut. Je trouve que c'est irresponsable, c'est irrespectueux. La politique, c'est des valeurs. La politique va au-delà de ces comportements spontanés, ces déclarations intempestives qui n'ont aucune valeur à nos yeux. Les conditions dans lesquelles Yewwi a été créé et mise en place, nous ne les ignorons pas parce que nous en avons les principaux auteurs. Si les gens, à un moment donné, trouvent que nous ne regardons plus dans la même direction, mais il va
va falloir qu'on s'asseye, qu'on discute profondément. Qui a respecté ou qui a trahi ce que nous liait? La charte, elle est là, elle est très claire. Ils devraient être les premiers même à soutenir et à défendre et à porter la candidature de Khalifa Sall. C'est inscrit dans la charte. Pourquoi à un certain moment que les gens sortent de nulle part et nous traitent de tous les noms? Il faut que ça cesse. Il faut qu'on signe la fin de la récrage. Désormais, tout individu qui traitera Khalifa Sall de traite fera face aux juridictions du pays pour qu'il justifie ses propos et qu'il prouve ce qu'il sait dire. Il faut que ça cesse. Quiconque traitera Khalifa Sall de traite fera l'objet de citations interpellatives directes pour répondre justement devant les juridictions. Vous êtes toujours membre de Yewwi ou bien? C'est nous qui avons donné naissance au Yewwi. On ne peut pas nous sortir de Yewwi. C'est nous qui déciderons de notre avenir, mais pas les autres. Qui sont-ils ces gens-là qui ont écrit le communiqué? Un communiqué qui n'est même pas signé. C'est du populisme. C'est destiné à la galerie, mais ça n'a aucune valeur politique. Le moment venu, nous répondrons justement à ça. À suivre dans la seconde partie de cette édition, l'avis d'un analyste politique sur la fin annoncée de compagnonnage entre Yewwi et Taxawu, avec l'exclusion de Khalifa Ababacar Sall de la conférence des leaders de la dite coalition. Selon Hassan Seck, cela ne sape en rien l'avenir de Yewwi Askan Wi. Il soutient que c'est tout de même donc un sacré coup, mais il ne peut y avoir une dislocation puisque la coalition Yewwi peut s'organiser avec d'autres cadres qui y restent. Ce sera avec Seydou Nourouba. Pour l'instant, il est 12h et bientôt 12 minutes. Rufisque, un candidat à l'immigration irrégulière, est décédé. 2 autres blessés par des tirs venant des forces de défense et de sécurité. Les candidats ont été surpris au moment où ils s'apprêtaient à embarquer depuis la plage de Rufisque. Un refus d'obtempérer serait à l'origine du drame, informe notre correspondant à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. 10 juillet, 10 août 2023, voilà 30 jours que Fassboy vit dans l'angoisse et l'inquiétude avec des jeunes de la localité portés disparus. 150 au total, ils avaient embarqué à bord d'une pirogue pour rejoindre l'Espagne. Cheikh Anta Diop, notre correspondant à Thiès, s'est rendu à Fassboy, un populeux village de pêcheurs situé dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. Sur place, il a rencontré les familles dans le désarroi. Voici sa correspondance. Devant l'entrée de la maison, chez la famille Sarr, située à un jet de pierre du quai de pêche de Fassboy, des pêcheurs commentent encore la disparition de cette pirogue. Abdou Karim Sarr, le visage triste, nous explique qu'il a perdu 7 membres de sa famille. C'est la même famille. J'ai perdu mes 7 enfants. Les 4 autres sont mes petits-fils. C'est dans cette demeure familiale, sus au quartier Pench, qu'habitent aussi les 9 autres portés disparus. Ils habitaient tous dans cette concession. Vous avez constaté, les femmes pleurent à longueur de journée. Elles n'arrivent plus à s'alimenter correctement. Tout le monde est inquiet. Certains pêcheurs ont même refusé d'aller en mer. Des témoignages, des recoupements effectués auprès de proches de ces jeunes révèlent que ces candidats à l'immigration clandestine ont quitté Fassboy depuis le 10 juillet. Et jusqu'ici, aucune nouvelle. Les populations de Fassboy, Lit, Ténénar, Djogoguetch demandent aux autorités étatiques de leur venir en aide. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Je rappelle que les candidats à l'immigration clandestine qui avaient embarqué dans cette pirogue ne font pas partie des candidats sauvés le 3 août dernier près de Dakhla. Dakhla au Maroc, où 280 candidats malheureux à l'immigration clandestine sont en instance de rapatriement. Un premier groupe arrive demain, vendredi, à Dakar. Ils ont déjà quitté le Maroc. Et puis, 60 millions de francs CFA pour un projet de formation socio-économique des migrants de retour et potentiels migrants. Au total, 70 bénéficiaires, dont 30 dans le département de Kaolack. Ils ont été formés dans divers secteurs tels que l'agriculture et l'élevage. À travers ce projet, le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi veut retenir les jeunes dans leur terroir pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Correspondance
Fatumbo. Le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi en collaboration avec ses partenaires vise à accompagner la réinsertion socio-économique des migrants de retour ainsi que des potentiels migrants dans le but de combattre la migration irrégulière. Aminata Sow, responsable régional. Un bon nombre de migrants de retour qui ont reçu des subventions en nature, équipements et autres matériels fonds de roulement sur la base d'une expression de leurs besoins. Face à ce phénomène récurrent, il est crucial de former environ 30 bénéficiaires dans divers secteurs d'activité au sein du département de Kaolack. Cette initiative permet aux jeunes de demeurer dans leur pays et de développer leurs activités, selon Aminata Sow. Les secteurs subventionnés, c'est l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, dans l'agroalimentaire aussi. L'organisation Assidi Tatane s'engage activement à apporter un soutien financier au développement des territoires. La représentante Adja Fatou Gueye. Nous accompagnons les élus dans la formation, nous accompagnons les jeunes diplômés qui résident dans les communes pour qu'ils puissent rester dans leur localité. 70 personnes de la région de Kaolack ont bénéficié du projet Gouvernance, Migration et Développement avec un financement de 60 millions de francs CFA. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. RFM, partout. Annoncé il y a 3 ans, les travaux de reconstruction du marché Sandaga ont effectivement démarré. Les commerçants espèrent que cette fois-ci, le chantier sera terminé et livré dans les meilleurs délais. Ils dénoncent par contre les désagréments notés dus aux travaux. Reportage à Sandaga, Famadion. L'avenue Émile Badiane, trop petite pour contenir commerçants et passants. Pour se frayer un chemin, c'est la croix et la bannière. La raison de cette étroitesse, le début étant attendu du chantier du marché Sandaga. Le site encercle pratiquement l'avenue Émile Badiane. Pour les commerçants, l'absence de plan de circulation est comme un cheveu dans la soupe. Moustapha Sall, membre de And Tahaou Sandaga. On fait avec parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans caser des œufs. Bon, on va avec ce que nous voulons. C'est vraiment étroit. Nous voulons que le travaux s'accélère et qu'on le fait à fast track et que les gens regagnent leur place. Parce que maintenant c'est difficile et c'est dur et c'est vraiment étroit. Pour cet autre commerçant, le début du chantier, c'est un ouf de soulagement. Ils se séparent ainsi de l'odeur nauséabonde qui accompagnait leur quotidien. Débordé et tout ça. Mais pour l'instant, c'était débordé, mais bon, pour l'instant, il y a un avancement vraiment. En fait, ça nous encombrait et en plus, il y avait une odeur difficile à respirer. L'accès au site proprement dit interdit aux journalistes. Une autorisation de la mairie de Dakar Plateau est obligatoire. Hors micro, l'on nous signale que le chantier avance. Les ouvriers sont pour le moment au sous-sol. En tout cas, le maire de Dakar Plateau se veut rassurant. Le chantier avance normalement selon Alioune Ndoye. Il demande toutefois à la Sonatel d'enlever un de ces câbles qui traversent le site. L'édile de Dakar Plateau souligne que le délai de 24 mois sera respecté par le groupement CDE-CSE en charge des travaux. Écoutons Alioune Ndoye. Alioune Ndoye que nous allons retrouver dans un instant, le maire de Dakar Plateau qui se veut rassurant et qui annonce que le délai de 24 mois sera respecté. Nous avons connu quelques légers retards du fait de la traversée de notre terrain par une canalisation importante de la SONES, une D400. La SONES a entrepris les travaux pour dévoyer ce tuyau. Aujourd'hui, ils sont dans les essais de pression et nous ont promis que d'ici samedi, ils devraient avoir terminé ces travaux-là. Il y a la Sonatel également qui a un câble qui traverse notre terrain et que nous demandons de façon très urgente à enlever pour ne pas continuer à nous faire subir des préjudices de retard. Donc, sinon, les travaux se tiennent. La fin des travaux est prévue quand? Non, c'est un délai contractuel de 24 mois. Nous avons sollicité l'entreprise pour qu'elle fasse le maximum. Et pour cela, il fallait qu'on lui libère totalement son site. Donc aujourd'hui, la Sonatel notamment nous pose problème. Il faudrait qu'elle prenne ses responsabilités parce que leur câble traverse un site privé, donc parce que c'est un titre privé. Donc leur câble n'aurait jamais dû se retrouver sur ce site. Donc il faut qu'ils prennent leurs responsabilités avant que nous soyons obligés d'intervenir autrement. En dehors de ces inconvénients, je pense que l'entreprise aujourd'hui s'est bien installée. Nous avons pris les dispositions de ce point de vue pour les aider à bien s'installer
et elle devrait avoir une cadence de travaux qui devrait permettre de réduire même ces délais. Et quelle est l'entreprise qui est en charge des travaux? C'est le groupement CDE, CSE, donc qui sont au Sénégal, je crois, les deux plus grandes entreprises qui font, en tout cas au niveau de ce secteur d'activité. Et puis la semaine de l'état civil s'ouvre ce mardi. C'est ouverte, mardi dernier, une semaine durant laquelle le réseau africain pour une solution à l'apatridie, RAZA, va mettre l'accent sur la sensibilisation dans la banlieue et au niveau des localités frontalières. Le RAZA dit avoir constaté que beaucoup d'enfants dans ces zones n'ont pas de pièce d'état civil. Mariam Baye, la présidente du RAZA, au micro d'Aminata Goudiaby. Nous attendons de cette semaine plus de sensibilisation, que déjà le gouvernement fait des pas, mais quand même, il y a certaines populations qui ne comprennent pas toujours l'importance du papier d'état civil. Est-ce qu'au Sénégal, il y a encore des enfants qui sont dans une situation d'apatrie? Il y en a beaucoup, des milliers. Je disais que les premières victimes de l'apatridie au Sénégal, ce sont les enfants. Parce que déjà, l'apatridie, ça commence en général et pour la plupart au bas âge. Que si on prend l'exemple de Guédiawaye, on nous sort un nombre de 5000 voire plus d'enfants qui n'ont pas de papier. Si on va vers les zones frontalières, à part les audiences foraines, il faudrait des journées de sensibilisation. Quand les populations comprendront l'âge de l'apatridie et l'importance du papier d'état civil, ce seront elles-mêmes qui iront vers les autorités pour avoir leur papier d'état civil. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Un sommet de la CEDEAO s'est ouvert ce matin à Abuja, au Nigeria. Un sommet crucial après l'échec de l'ultimatum lancé aux putschistes. Les dirigeants membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest veulent trouver une issue diplomatique à la crise. Mais juste avant le début du sommet, les militaires au pouvoir ont formé un nouveau gouvernement en Arusha. C'est un sommet décisif qui s'ouvre ce jeudi à Abuja après la réunion du 4 août au cours de laquelle les dirigeants de la CEDEAO avaient discuté d'une possible intervention militaire au Niger. Cela faisait suite à l'ultimatum d'une semaine lancé aux militaires putschistes, l'ultimatum qui a expiré depuis 4 jours alors que l'ancien chef de l'État du Niger est retenu dans sa résidence présidentielle depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Mais selon le président du Nigeria, Bola Tinubu, à la tête de la CEDEAO, la diplomatie est la meilleure voie à suivre en attendant toute autre résolution qui pourrait ou non résulter du sommet extraordinaire de la CEDEAO de ce jeudi. Pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il est certain que la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre cette situation. Sur RFI, le diplomate américain a également mis en garde contre la milice Wagner qui pourrait profiter de la situation instable au Niger. La France, elle, a déjà suspendu ses accords militaires avec le pays et à quelques heures du sommet, la junte a formé, dans la nuit de mercredi à jeudi, un gouvernement de 21 membres dirigé par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein. Notez aussi, Souleymane, qu'un conseiller du président nigérien déchu a confié à RFI que Mohamed Bazoum sera représenté à Abuja par son ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Masouada. Tension entre la France et le Mali, les deux pays suspendent la délivrance de visas. Suspension de visa aux ressortissants de l'autre par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris. Information RFI qui cite des sources diplomatiques selon Radio France Internationale. La France a été la première à suspendre en début de semaine la délivrance de visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge formellement déconseillée aux voyageurs. Le plus ancien otage occidental en captivité au Sahel, libéré. Le Roumain Iulian Gergut, enlevé au Burkina Faso en 2015 par un groupe djihadiste rallié à Al-Qaïda, a été libéré. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement roumain. Le ministre roumain des Affaires étrangères, qui a salué le soutien important du Maroc, indique dans un communiqué qu'il est actuellement en sécurité sur le territoire de la Roumanie où il est rentré hier mercredi. Et cet accord entre la Tunisie et la Libye pour accueillir les migrants bloqués à la frontière
Hier, les deux pays se sont entendus pour se répartir l'accueil des migrants africains bloqués pour certains depuis un mois près du poste frontière de Ras Jedir après y avoir été conduit par la police tunisienne. Annonce faite ce matin par le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur au lendemain d'une rencontre entre les ministres de l'Intérieur des deux pays à Tunis. Hawaï, pour terminer, le bilan des incendies dans cet archipel américain s'est aggravé. Au moins 36 morts selon un communiqué des autorités du comté de Maui, l'île principalement touchée. Selon Reuters, plusieurs quartiers ont été incendiés alors que le côté ouest de l'île était presque coupé avec une seule autoroute ouverte et des milliers de personnes à évacuer alors que les responsables annonçaient une dévastation généralisée à Laïna, son port et ses environs. Certaines personnes ont fui dans l'océan pour échapper à la fumée et aux flammes. Merci Georges Détié-Diop, il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. RFM Sport. Dans notre rubrique Point de vue, tout à l'heure, nous profiterons de la journée de la semaine africaine de l'état civil ouverte ce mardi pour poser le débat sur ce service public très important pour chaque individu de sa naissance à sa mort, mais qui connaît de nombreuses difficultés. Et pour en parler, on sera avec M. Cheikh Ndong, expert formateur en état civil et spécialiste en communication, ainsi qu'avec M. Ndiaga Diop, secrétaire général de l'Union régionale du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales de Dakar. RFM Sport. L'actualité des sports, avec vous, cher Tidiane Diagne. Merci. Bonjour. À vous, Suleiman, bonjour. Moustapha Gaye quitte son poste de DTN du basket. Oui, c'est dans une lettre adressée ce matin au président de la Fédération sénégalaise de basketball que Moustapha Gaye demande à être déchargé de son poste de directeur technique national et pour des raisons personnelles, a-t-il dit. Cette décision intervient au lendemain de l'Afrobasket Dames où le Sénégal a joué la finale face au Nigeria. Au soir même de la finale perdue, la meneuse Sierra Dilar avait fait un post sur son compte Instagram pour s'offusquer de l'attitude de Moustapha Gaye qu'elle accusait d'avoir lâché son équipe à la mi-temps de la finale. Aussi, Tafa Gaye avait eu une altercation avec Fatou Pouy, une des joueuses de l'équipe, à travers un comportement jugé désobligeant, j'y arrive, avant même de s'en prendre aux supporters qui lui ont reproché son comportement violent. Selon les informations, FIBA Afrique aurait demandé à la Fédération sénégalaise de basketball de prendre des mesures à l'encontre du désormais ex-sélectionneur et DTN Moustapha Gaye, wait and see, comme on dit. La saison de football tire à sa fin, le moment de faire le bilan. Oui, il reste encore la finale de la Coupe du Sénégal et celle de la Coupe de la Ligue prévue ce week-end. A précisé que le championnat a été remporté par Génération Foot, une occasion pour tirer un bilan de la saison avec la Ligue sénégalaise de football professionnel. Nous allons écouter son monsieur communication, Nicolas Mamadi Nsonko, que nous avons joué ce matin. Il reste 2 journées, notamment la Coupe du Sénégal et celle de la Ligue. La Coupe du Sénégal va se jouer ce samedi à Ladjor et celle de la Ligue pareillement à Ladjor, mais pour le 19. Hormis les deux, je pense qu'aujourd'hui, pour le bilan comptable des championnats, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, ça s'est bien terminé, ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. C'est vrai que c'était difficile dans la saison parce qu'il y a eu trop de purs, dû notamment au CHAN d'abord, après les 2 CAN, U20 et U17. Tout ça, ça a engendré à chaque instant des ruptures et des reports de championnat. Mais bon an, mal an, l'un dans l'autre, je pense qu'on a tiré un bilan assez positif de la saison qui s'est terminé. Bien entendu, avec le sac de Génération Foot qui a remporté le titre de champion du Sénégal. Il y a en Ligue 1, on peut aussi enregistrer l'arrivée de Diamono Fatick. C'est pour la première fois son accès en Ligue 1. C'est tout au fait bon pour des clubs de région. Aujourd'hui, du côté de Chine, je pense que du Sud Saloum, on peut saluer l'arrivée de Diamono Fatick en Ligue 1. De l'autre côté, on peut aussi saluer le retour de Iso en Ligue 1, tout fortement. Et l'arrivée de Ressens de Yoff, qui revient carrément en Ligue 2, même si de l'autre côté on est bien souhaité que ce soit une équipe de région parce que les forces doivent revenir dans les équipes de région. Bon, l'un dans l'autre, on peut dire qu'on a
effectué une saison assez positive du côté de la Ligue. Oui, lancement des phases nationales des navettes. Le président de l'ASC Sine Saloum alloue une somme de 650 000 francs CFA à chacune des 3 ASC qui représentent donc l'ONCAV de Kaolack. L'ONCAV plutôt de Kaolack. Cette initiative vise à préparer la compétition qui démarre le vendredi 11 août à Kaffrine. Mamodi Mboup, représentant du président de l'ASC Sine Saloum, s'exprime au micro de Fatou Bawa. Recevoir pratiquement donc les clubs, les ASC qui doivent représenter leur CAF de Kaolack aux phases nationales de Kaffrine qui vont démarrer donc ce vendredi 11 août. Nous sommes mandatés par le président Fallou Kébé qui en est d'ailleurs président de l'ASC Saloum, qui nous avait demandé donc de rencontrer les différentes ASC qui doivent représenter notre région. C'est ainsi qu'on a pu recevoir ce matin donc l'ASC Djoko Abattoir qui représente Kaolack en cadet, à qui on a remis une enveloppe symbolique de 200 000 francs. L'autre ASC, c'est l'ASC Dakargui, toujours de l'ODCAV de Kaolack, qui représente donc Kaolack en senior, à qui aussi on a remis une enveloppe symbolique de 200 000 francs. Il y a aussi l'ASC Campement de Guinguinéo, qui est une ASC qui est hors de la commune et même du département de Kaolack, donc qui est de l'ODCAV de Guinguinéo, à qui on a remis aussi une enveloppe symbolique pratiquement donc de 250 000 francs. C'est vrai que on peut l'appeler comme premier geste parce que nous sommes à la veille des départs pratiquement donc de ces différentes ASC. Il fallait très rapidement venir en appoint pour les permettre au moins de subvenir aux premiers besoins qui vont se poser au niveau, n'est-ce pas, de leur ville d'accueil, comme en souhaitant véritablement qu'au retour, qu'ils nous reviennent vraiment avec le triomphe global, n'est-ce pas, de ces ASC. Toujours dans l'actualité des sports, Harry Kane, bientôt un joueur du Bayern Munich. Oui, selon The Athletic, un quotidien britannique, les deux clubs sont désormais d'accord pour l'arrivée de l'attaquant anglais en Bavière. L'offre est supérieure à 100 millions d'euros hors bonus et permettra donc au buteur historique de Tottenham de quitter son club formateur un an avant la fin de son contrat pour un montant record. C'est aussi le plus gros achat jamais réalisé par le Bayern Munich. À noter que le média britannique assure que pour le moment, Harry Kane n'a pas encore officiellement trouvé d'accord avec le club allemand, lui qui apprécie la pré-saison vécue par son club avec son nouveau manager. Néanmoins, l'accord enfin trouvé entre les deux clubs et la possibilité de changer d'air pour enfin gagner des titres devrait provoquer son transfert dans les prochains jours. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Retour à l'actualité politique avec, je vous le disais tout à l'heure, la fin de compagnonnage entre Yewwi et Tahaou avec l'exclusion de Khalifa Babakar Sall de la conférence des leaders de la coalition. Selon un analyste politique, cela ne sape en rien l'avenir de Yewwi Askan Wi. Assane Seck soutient que c'est tout de même un sacré coup, mais il ne peut pas y avoir une dislocation puisque la coalition Yewwi peut s'organiser avec d'autres forces qui y restent. Seydou Nourouba. Khalifa Babakar Sall exclu de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, il ne faut pas chercher loin, ce n'est que la suite logique du dialogue national. Hassan Diomboha Seck, analyste politique. Et l'avenir de la coalition est-il réellement compromis avec l'exclusion de Khalifa Babakar Sall, donc avec la démarcation de Tahaou Sénégal? Cela n'est rien d'autre que le prolongement de ce qui s'est passé au niveau du dialogue. Et donc c'est la suite logique du dialogue. Donc la rupture est consommée depuis le dialogue. L'acte de rupture a été posé à l'Assemblée nationale au moment du vote. Tahaou se regroupe avec Benno, mais bien entendu, il y a rupture avec Yewwi. Parce qu'on ne peut pas véritablement être, n'est-ce pas, dans deux coalitions en même temps. Ousmane Sonko en prison, son parti. Mais cet effritement-là, effectivement, il faudra le minimiser à un certain niveau. Il ne faut pas comprendre qu'on comprenne que, effectivement, le départ au Sénégal allait entraîner véritablement une dislocation de Yewwi Askan Wi. Non, je ne pense pas. Mais ça va tout simplement permettre à Yewwi véritablement de se reconfigurer véritablement et d'élargir ses bases à d'autres franges politiques et de réformer sa coalition. Je ne pense pas que le départ de Tahaou puisse être véritablement entraîner véritablement une dislocation, n'est-ce pas, de Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko en prison, son parti dissous. Cela ne veut pas dire que l'oiseau a perdu toutes ses ailes. Attention, selon notre analyste, la prison et le chemin des leaders. DSL ak seen marque bii di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeyri AAD
ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. La revue de presse en français avec Georges Déthié Diop. Présidentielle de 2024, les carottes semblent cuites pour Ousmane Sonko. Le leader du parti PASTEF dissous n'est plus électeur, encore moins éligible. L'observateur révèle qu'il a perdu ses droits à la suite de sa condamnation par contumace dans l'affaire qui l'oppose à l'ex-masseuse Adji Rabissar. Selon le confrère, la notification de sa radiation des listes électorales est en cours. L'observateur fait état d'une lettre du sous-préfet de Ngor Almadi au commissaire de Dieuppeul-Derklé pour notification de la décision au leader du parti PASTEF dissous. Pour autant, le journal souligne que l'on s'achemine vers une longue bataille judiciaire. L'observateur souligne sous un autre registre que Yewwi Askan Wi acte la rupture avec Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. C'est ce que relèvent aussi les Échos, pour qui le clash est acté au sein de la coalition de l'opposition la plus représentative. Taxawu, viré de Yewwi Askan Wi pour trahison, c'est donc fini entre Khalifa Sall et la coalition Yewwi Askan Wi. Le journal rapporte que Taxawu vient d'être radié de la dite coalition de l'opposition pour trahison des principes qui l'ont fondé. La goutte d'eau de trop, l'éviction de Abbas Fall du bureau municipal de Dakar. Dans un communiqué relayé par presque tous les journaux, la coalition Yewwi Askan Wi dit condamner cette forfaiture contre le parti PASTEF et considère que Taxawu Sénégal vient de consommer définitivement la rupture avec elle. Le communiqué précise que Yewwi, attaché à la promotion de l'éthique en politique, prend acte de cette exaction et prend le peuple sénégalais à témoin de la fin de son compagnonnage avec Taxawu Sénégal. Rupture donc avec Yewwi, rupture également consommée avec PASTEF, affirment les Échos. Et Abambaye de Taxawu Sénégal se prononce sur le sujet dans Source A et dans l'As. Le parlementaire évoque également les relations avec les membres de Yewwi, les attaques contre Khalifa Ababacar Sall, l'affaire Ousmane Sonko, le comportement de son avocat Juan Branco, la réhabilitation de Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, entre autres. Bref, pour l'As, Abambaye solde ses comptes avec les Sonko. Abambaye, sans tabou, renchérit Source A. Quelques passages mis en exergue aux premières pages de ces journaux. Si Biram Souleye Diop dit que nous étions dans le bureau du président de l'Assemblée nationale après la réhabilitation de Khalifa Sall et Karim Wade, c'est faux. Et c'est ça le fond du problème. Pour lui, il n'y a pas plus complémentaire que Khalifa et Sonko. Et sur l'affaire Juan Branco, il confie qu'il est un étranger qu'on a aidé à poser un acte qui n'est rien d'autre qu'une humiliation pour le Sénégal. Abambaye ajoute qu'il a attaqué frontalement un acteur de la justice, le procureur. Au nom de quoi, les avocats passe au-dessus du procureur, s'interroge-t-il. Benno et la présidentielle de 2024. Tribune rapporte que les prétendants campent sur leur position. Selon le journal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Mame Diop ne lâchent pas prise. Aucun prétendant n'est prêt à se ranger derrière l'autre. Du coup, Macky Sall fait face à la plus grande équation politique de son règne. À la une de Enquête présidentielle 2024, l'énigmatique Makhtar Cissé. Son parcours, ses succès, ses périodes sombres. Non candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar, il met en avant sa casquette d'IGE. Des cercles poussent pour sa candidature estampillée personnalité non marquée. Lui s'occupe de ses dossiers à l'IGE et du chantier de la grande mosquée de Tivaouane. Tout cela à lire à la page 3 du journal Enquête, à la page de titre du quotidien Le Quotidien. Canada, saccage de l'ambassade du Sénégal, la traque des casseurs. 15 personnes identifié par la police d'Ottawa. Un avis de recherche lancé. Même sujet à la une de Direct News qui rapporte que l'unité des enquêtes criminelles du service de police d'Ottawa entre en jeu. 14 suspects ont été identifiés dans l'attaque perpétrée dans l'enceinte de la chancellerie du Sénégal à Ottawa, capitale fédérale du Canada. Le journal rappelle que suite à l'arrestation de Ousmane Sonko, les Sénégalais de la diaspora ont décidé de prendre d'assaut les consulats et ambassades pour manifester et exiger la libération du maire de Ziguinchor. De lourdes charges qui risque d'amener les mises en cause en prison et avec de fortes amendes dans un pays très respectueux du bien public. Pour preuve, souligne mon confrère, les auteurs du convoi de la liberté qui manifestaient contre les mesures sanitaires de la Covid-19 avaient été arrêtés et placés en détention avant de se voir infliger de lourdes sanctions pénales et financières. À vos kiosques et bonne lecture. À 12h38, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. La semaine africaine de l'état civil s'est ouverte mardi dernier, prétexte pour nous, que nous saisissons en tout cas pour poser le débat sur ce service public
Très important puisque il revient sur tous les événements de notre vie, de la naissance à la mort, mais qui connaît de nombreuses difficultés. Pour en parler, nous sommes avec nos deux intervenants du jour, Cheikh Ndong, expert formateur en état civil et spécialiste en communication. Monsieur Ndong, bonjour. Bonjour, monsieur Nia. Nous sommes également avec Ndiaga Diop, secrétaire général de l'Union régionale du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales de Dakar. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, monsieur Nia. Alors, je commence avec vous, cher Ndong. Quelle est l'importance, pour poser le contexte, quelle est l'importance de l'état civil, en particulier au Sénégal? Merci, monsieur Nia. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour parler de l'importance de l'état civil dans le cadre de cette semaine. Et l'état civil est, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un service public donc dédié aux collectivités territoriales, donc qui délivre des actes de naissance, de mariage et de décès. Et c'est des actes qui accompagnent l'individu durant toute sa vie. Donc durant cette semaine, on va peut-être insister et sensibiliser les populations sur l'importance de ces actes, parce que sans ces actes-là, sans un acte de naissance, la personne ne peut pas prétendre se soigner, aller à l'école, prétendre un emploi formel. Donc, et de plus en plus de nos jours, on est en 2023, il y a de ces parents qui, jusqu'à présent, ne déclarent pas leur enfant à la naissance. Quelle est l'ampleur du phénomène, justement? Est-ce que vous avez pu évaluer le nombre de personnes qui n'ont pas d'état civil, dont on ne connaît pas la situation, justement? C'est très difficile, M. d'évaluer ça, mais l'Agence nationale de l'état civil est en train de travailler sur ça. Maintenant, par rapport à ça, l'Agence nationale de l'état civil avait déroulé un large programme de formation des agents déjà civils et des officiers de l'état civil pour améliorer les pratiques au niveau des centres d'état civil. Mais on s'est rendu compte que de nos jours, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas été déclarés à la naissance. On est en train de faire des efforts pour régulariser cette situation-là. Très bien. Ndiaga Diop, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union régionale du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales de Dakar. Les centres d'état civil dépendant de leur taille qui, pour beaucoup, relèvent justement des collectivités territoriales. Et vous êtes l'interface en général, c'est avec des membres de vos syndicats qu'on a affaire quand on veut tel ou tel papier, telle ou telle procédure. Quelles sont les difficultés que vous avez, vous, notées dans la délivrance de ce service public à votre niveau? Voilà, M. Nian, tout d'abord, je tiens à saluer tous vos auditeurs de la TFM. Donc, pour nous, en tant qu'acteurs, nous sommes les travailleurs des collectivités territoriales. Nous avons beaucoup de difficultés concernant les états civils. Parce que nous sommes à l'heure de la mondialisation, parce qu'autour, on devait au moins assurer à tous les états civils du Sénégal l'informatisation de l'état civil. Parce que vraiment, ça fait défaut, parce qu'en général, tu viens dans un état civil pour prétendre avoir ton acte, mais parfois, voilà, ça traîne pendant toute la journée. Et pourtant, tu pouvais même rester chez toi et commander ton acte et venir le prendre, ou bien on vous l'amène à la maison. Donc, nous voulons vraiment qu'on améliore nos conditions de travail. Alors, l'informatisation du fichier ou de l'état civil, c'est un processus en cours. On en parlera tout à l'heure avec M. Cheikh Ndong et vous-même, bien naturellement. Bien sûr. Mais il y a aussi que beaucoup se plaignent du travail justement des agents chargés de l'état civil.
on a beaucoup de problèmes. Des problèmes de délai, des problèmes de conservation, des problèmes de temps de délivrance des papiers et parfois des problèmes plus graves tels que la fraude à l'état civil, des registres qui ont été changés, des numéros qui ont été attribués à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous savez de cela et qu'est-ce que vous répondez aux récriminations des usagers vis-à-vis justement des acteurs que vous êtes? Mais je dirais que dans tous les secteurs, il y a des brebis galeuses. On ne va pas nier ces fraudes qui se vraiment réclament partout dans les états civils. Donc, moi, je crois que c'était un phénomène qui gangrénait vraiment tous les états civils du Sénégal, mais dans ces derniers temps, je crois que ils ont assaini le milieu parce que en général il y a des brebis galeuses qui rôdaient autour des états civils pour faire des déclarations, des fausses déclarations, alors que ce qui vraiment amené des problèmes à beaucoup de usagers. Donc, je crois que Je rappelle que ces fraudes à l'état civil sont sévèrement sanctionnées par la justice et on a des cas assez retentissants de personnes qui ont été condamnées à des peines très lourdes pour avoir fait des choses assez pendables dans ce domaine-là. Cheikh Ndong, on évoquait tout à l'heure l'informatisation justement de l'état civil. Où en est le processus? On sait que c'est un processus qui a été en partie, pour beaucoup en tout cas, financé par l'Union européenne. D'abord, où est-ce qu'on en est? Et deuxièmement, quel est le niveau d'investissement de l'État du Sénégal? Pourquoi c'est la coopération qui doit financer ce genre d'opérations qui sont quand même très très importantes? Merci M. Niang. Par rapport à la digitalisation, comme vous l'avez dit, c'est un processus. Maintenant, on est en train de numériser des actes d'état civil. À l'instant où je parle, on a numérisé plus de 9 millions d'actes sur un objectif de 15 millions. Et il y a aussi la mise en place d'un registre national de l'état civil, en plus des équipements en matière informatique des centres d'état civil. Maintenant, nous allons vers l'interconnexion des centres d'état civil, et ça, c'est un projet en cours pour permettre à n'importe quel citoyen de se faire livrer un acte de naissance dans n'importe quel centre d'état civil. Ça, c'est un processus et on est en train de faire. Par exemple, dans la commune de Yeumbeul Nord où je suis, cette commune fait partie des communes pilotes par rapport à la digitalisation. Donc ici, on se fait livrer un acte en moins de 5 minutes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits avec l'appui de l'Union européenne dans le cadre du programme NECAL. Très bien. Alors, Ndiaga Diop, je reviens à vous, puisque les travailleurs des collectivités territoriales annoncent une grève à partir de mardi prochain, une grève de 96 heures, renouvelable toutes les semaines, même si les revendications n'ont rien à voir avec l'état civil. L'état civil va quand même pâtir de cette grève, de ce mouvement syndical. Comment vous assurez-vous que le service quand même est délivré un temps soit peu, parce qu'il y a quand même des cas urgents, il y a des décès, il y a des naissances, il y a des gens qui ont besoin de papiers dans l'urgence. Qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette demande urgente? Bon, voyons que c'est le secteur le plus névralgique des collectivités locales, l'état civil. C'est un peu un secteur sensible pour vraiment travailler des collectivités locales, qui peinent même à fermer les états civils, parce que c'est le seul moyen de pression pour se faire entendre par l'État. Mais c'est un secteur vraiment qui est très, 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 très important dans le dispositif. Bon, fermer un état civil pour 4 jours, vraiment, ça va impacter vraiment au niveau de la population. Et c'est ce que nous regrettons en tant que syndicalistes, mais on n'a pas d'autres moyens de pression au niveau de l'État. Parce que c'est peut-être un dernier recours de fermer les états civils, vraiment. Est-ce qu'il y aura un service minimum assuré quand même pour les cas les plus urgents? Les cas les plus urgents, c'est peut-être les cas de décès. Voilà, le cas de décès, la libérance de ce cas de décès, il y a un service minimum qui est assuré. Mais les autres actes qui consistent à
mariage, bien le bulletin de naissance, on va vers vraiment la grève. D'accord. Cher Ndong, du point de vue, organisationnel, on a vu, il y a eu beaucoup de réformes, la mise en place de l'agence nationale, une vraie réorganisation. En plus de la digitalisation, comment s'assurer que malgré les vicissitudes, notamment les revendications des syndicats, etc., un minimum de services soit délivré tous les jours aux citoyens qui y ont droit? Non, en fait, c'est quand même déplorable que peut-être au service aussi important que l'État civil, que les gens puissent aller en grève. Maintenant, peut-être dans certaines communes, dans certains collectivités territoriales, un service minimum assuré, même si le droit de grève est garanti par la Constitution. Maintenant, peut-être faire un plaidoyer auprès des autorités pour que véritablement qu'on puisse régler très rapidement le problème de ce syndicat, pour que les populations puissent accéder à ce service qui est important. Maintenant, il y a des choses qui ne dépendent pas carrément de l'agence nationale parce que donc, les collectivités territoriales sont libres. Maintenant, les gens peuvent aller en grève, mais peut-être faire le plaidoyer pour qu'un service minimum puisse être assuré et peut-être faire aussi un plaidoyer pour qu'on puisse davantage renforcer les moyens par rapport aux agents de l'État civil, les agents et les auxiliaires de l'État civil. Je termine avec vous en 10 secondes. Quand est-ce qu'on peut espérer la fin du processus de digitalisation? On en parle depuis plusieurs années. Vous nous dites que la digitalisation, le taux est à combien? Vous nous avez dit... Non, sur un objectif de 15 millions... Voilà, vous nous avez dit 9 millions... On a déjà numérisé 9 millions d'actes. Je pense que c'est une performance. On est à quand le reste? Le reste, bon, je ne saurais le dire. Maintenant, c'est un processus, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de moyens. Mais l'Agence nationale est en train de s'investir pour que la digitalisation soit intégrale et de rendre beaucoup plus performant notre système d'état civil. Et que le citoyen de Kédougou, de Makacoulibanta ou de Matam ou de Ziguinchor puisse, en tout cas pour certains papiers qui nécessitent le recours à des niveaux à l'échelon national, puisse juste faire l'opération en ligne. Merci en tout cas, merci à tous les deux, Cher Ndong, expert formateur en état civil et spécialiste en communication, et Ndiaga Diop, secrétaire général de l'Union régionale du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales de Dakar. À tout à l'heure pour la version Wolof de ce débat, ce sera dans un peu moins d'une heure. Pour l'instant, il est 12h51 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogou, réalisation Anna Rocha avec Barthélémy Ngom, à la mise en onde et à la production Lamine Sow, digital Yacine Pouy. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom.